Le bruit de mon cœur battant contre ma poitrine résonnait plus fort que les mots murmurés à mon oreille. Edmund m'attira plus près de lui, ses mains tremblant légèrement, tandis qu'elle caressait mon visage dans le jardin privé de son manoir à Belgravia. La fine pluie londonienne formait un rideau d'intimité autour de nous, et lorsque nos lèvres se rencontrèrent pour la première fois, j'eus l'impression que le monde entier s'était arrêté de tourner. Ses yeux bleu-gris me regardaient avec un mélange de désir et de peur, comme si j'étais à la fois son salut et sa perte. À cet instant, sous la lumière dorée d'un lampadaire victorien, je sus que notre histoire ne faisait que commencer et que Londres ne serait plus jamais la même pour nous deux. Salut tout le monde, je suis tellement heureux de vous avoir avec moi aujourd'hui sur la chaîne Amour Millionnaire. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche pour ne manquer aucune de nos histoires d'amour. Oh, et dites-moi dans les commentaires de quelle ville vous regardez cette vidéo, je suis très curieux de savoir d'où vous venez. Quand vous aurez fini de regarder toute l'histoire, laissez une note de 0 à 10 dans les commentaires et dites-moi ce que vous avez le plus aimé dans l'intrigue. C'est très important pour moi. Je m'appelle Samir Ben Khalil, j'ai 24 ans, et voici l'histoire de comment j'ai trouvé l'amour dans la ville qui a aussi vu naître David Beckham. Je suis guide touristique à Londres depuis 3 ans, depuis que je suis arrivé du Maroc avec une simple valise et beaucoup de rêves. Mon anglais avait un fort accent, mon argent suffisait à peine à payer le loyer d'une petite chambre à East London, mais j'avais quelque chose que l'argent ne peut acheter, l'espoir. Chaque matin, je me réveille dans mon petit appartement que je partage avec 2 autres immigrés. Je bois un thé fort comme ma mère me l'a appris à Marrakech, et je me prépare pour une nouvelle journée à montrer Londres aux touristes. Mon corps élancé mais musclé reflète des années à porter des sacs à dos lourds et à marcher des kilomètres dans les rues de Londres. Mes cheveux bouclés châtains ne restent jamais en place, peu importe la quantité de gel que j'utilise, et mes yeux verts clairs sont un héritage de ma grand-mère berbère qui disait toujours que j'avais des yeux de conte de fées. Ce matin d'octobre, alors que je renouvelais mon tatouage temporaire au henné sur mon poignet, une tradition que je maintiens pour me rappeler mon foyer, j'ai reçu un appel qui allait changer ma vie. C'était l'agence de tourisme où je travaille, m'informant qu'un client spécial avait spécifiquement demandé un guide parlant arabe et ayant une connaissance approfondie de l'art islamique. Le rendez-vous était au British Museum à 14 heures. J'ai enfilé mon jean usé préféré, un t-shirt vintage acheté dans une friperie à Camden, et mes baskets fatiguées qui connaissent chaque pavé irrégulier des trottoirs londoniens. J'ai pris mon sac à dos en cuir marron délavé, héritage de mon grand-père, et je suis sorti pour une autre journée de travail, sans imaginer que je marchais vers mon destin. Le British Museum m'a toujours fasciné. Ses colonnes imposantes et l'immensité des histoires conservées entre ses murs me font me sentir à la fois petit et grandiose. J'étais posté à l'entrée principale, observant le flux des visiteurs, quand je l'ai vu. Edmund Ashworth s'avançait vers moi d'un pas mesuré, tenant une canne discrète qui semblait plus un accessoire élégant qu'une nécessité. Sa stature d'1,80 m et son allure distinguée attirèrent les regards, mais c'était quelque chose dans ses yeux bleu-gris qui m'a fait cesser de respirer pendant une seconde. « Vous devez être Samir », dit-il en tendant la main. Sa voix avait cet accent anglais raffiné que je ne connaissais que des films, mais il y avait une mélancolie cachée qui a immédiatement éveillé ma curiosité. « Oh, monsieur Ashworth, c'est un plaisir de vous rencontrer », répondis-je en lui serrant la main. Ses mains étaient fines, soignées, avec de petites cicatrices que j'ai plus tard découvert être le résultat d'années de pratique de l'équitation. Il portait une bague familiale à l'annulaire droit, et sa peau était douce comme de la soie. « Appelez-moi simplement Edmund, s'il vous plaît », dit-il, et la façon dont il prononça mon nom me fit frissonner. « On m'a dit que vous êtes un expert en art islamique et que vous parlez couramment l'arabe. Oui, j'ai grandi au Maroc et j'ai obtenu un diplôme en histoire de l'art avant de venir à Londres. Ma spécialité est l'influence islamique sur l'art européen, expliquai-je, essayant de rester professionnel, mais je remarquai qu'il m'observait d'une manière qui me rendit légèrement nerveux. Quand je suis nerveux, je parle trop, et bientôt je me retrouvais à raconter ma thèse sur les routes commerciales médiévales entre le Maghreb et l'Europe. Edmund sourit, le premier sourire sincère que je vis sur son visage, et dit « Parfait, je suis conservateur d'art spécialisé dans les pièces du Moyen-Orient. Je pense que nous avons beaucoup en commun. » Nous avons commencé notre visite des galeries islamiques, et j'ai vite compris qu'Edmund n'était pas un touriste ordinaire. Ses connaissances étaient profondes, ses questions intelligentes, et la manière dont il observait chaque pièce révélait des années d'études et une passion authentique pour l'art. Il portait un tweed anglais classique qui tombait parfaitement sur ses épaules, et ses chaussures,
Oxford faites à la main produisait un son rythmé contre le sol de marbre du musée. Cette pièce est particulièrement intéressante, dit-il en s'arrêtant devant un manuscrit enluminé du XIIe siècle. Remarquez comment les artistes islamiques ont influencé la miniature européenne ultérieure. J'étais impressionné par ses connaissances et commençais à le voir non plus comme un client, mais comme un égal intellectuel. Nous avons discuté d'art, d'histoire, et peu à peu, la conversation a dérivé vers des sujets plus personnels. Il m'a raconté qu'il jouait du violoncelle dans un quatuor amateur, et j'ai mentionné mon rêve d'écrire un livre sur l'immigration. « Pourquoi avoir choisi Londres ?» demanda-t-il alors que nous observions une tapisserie persane du XVIe siècle. Je rêvais d'opportunités qui n'existaient pas au Maroc, et aussi, j'hésitais, choisissant mes mots avec soin. J'avais besoin d'un endroit où je pouvais être moi-même. Edmund me regarda avec une intensité qui me fit rougir. Il y avait quelque chose dans ses yeux qui suggérait qu'il comprenait exactement ce que je voulais dire, même sans que je sois précis. Nous avons passé 4 heures au musée, et lorsqu'est venu le moment de nous dire au revoir, il hésita avant de me tendre une carte de visite élégante. « J'aimerais faire appel à vos services à nouveau. Peut-être pour une visite à la Tate moderne la semaine prochaine ?» Je pris la carte, nos doigts se frôlant brièvement, et je ressentis une décharge électrique qui me fit me demander si tout cela n'était qu'une question de travail. Ce serait un plaisir, Edmund. Ce soir-là, en rentrant chez moi, je ne pouvais m'arrêter de penser à lui. Il y avait quelque chose chez Edmund Ashworth qui éveillait en moi une curiosité bien au-delà du professionnel. Ses yeux mélancoliques, sa manière de parler à la fois douce et distante, et surtout ce moment où nos doigts s'étaient touchés, tout cela occupait mes pensées, pendant que je préparais le dîner dans mon petit appartement. Étais-je en train d'imaginer des choses, ou y avait-il vraiment quelque chose de spécial dans cette rencontre? Londres est une ville de 8 millions de personnes, mais ce jour-là, devant ces œuvres d'art millénaires, nous n'étions que nous deux, découvrant que parfois le destin emprunte des chemins inattendus pour réunir deux âmes. La semaine suivante, Edmund m'a appelé directement, sans passer par l'agence. Sa voix au téléphone semblait différente, plus intime, comme si nous partagions un secret. « Samir, j'espère que ça ne vous dérange pas que je vous appelle directement. Je pensais que nous pourrions nous retrouver à la Tate moderne comme convenu, mais après, peut-être aimeriez-vous dîner avec moi ?» Mon cœur s'emballa. Les clients n'invitent pas souvent leur guide touristique à dîner. Surtout pas avec cette hésitation dans la voix qui suggérait quelque chose de plus profond qu'une simple politesse professionnelle. « Bien sûr, Edmund, ce serait un plaisir, » répondis-je, essayant de garder mon calme. Nous nous sommes retrouvés à l'entrée de la Tate moderne par un après-midi gris d'octobre. Edmund arriva à l'heure, comme je m'y attendais, vêtu d'un manteau de laine gris qui mettait en valeur ses yeux. Nous avons parcouru les galeries d'art contemporain, mais cette fois la conversation coulait plus naturellement, comme si nous nous connaissions depuis des années. « As-tu déjà pensé à retourner au Maroc ?» demanda-t-il devant une installation vidéo montrant des paysages désertiques. « Tous les jours, admis-je. Mais je ne peux pas. Ma famille dépend de l'argent que je leur envoie. Et là-bas, je ne pourrais pas être authentique. » Edmund s'arrêta de marcher et me regarda droit dans les yeux. Je comprends parfaitement ce sentiment de ne pas pouvoir être authentique. Il y avait quelque chose dans la façon dont il prononça ces mots qui me fit réaliser que nous parlions de quelque chose de bien plus profond que la géographie ou la carrière. À cet instant, parmi les œuvres d'art modernes, je sentis que j'avais trouvé quelqu'un qui comprenait le poids de vivre une vie qui n'était pas entièrement la sienne. Le dîner eut lieu dans un restaurant discret à Covent Garden, loin des circuits touristiques habituels. Edmund choisit une table dans un coin, partiellement cachée par une colonne de marbre. La lumière douce des bougies créait des ombres dansantes sur son visage, et je me surpris à observer chaque détail. La manière dont il tenait son verre de vin, la façon dont ses yeux se plissaient quand il souriait, ses gestes lorsqu'il parlait de musique. « Je joue du violoncelle depuis l'âge de 8 ans, » raconta-t-il en faisant un geste élégant de la main. Mon père insistait pour que tout gentleman reçoive une éducation musicale complète. Je n'imaginais pas que ce serait l'une des seules choses à m'apporter réellement la paix. J'aimerais t'entendre jouer un jour, dis-je, regrettant immédiatement mon audace. Cela sonnait comme une phrase que l'on dit à quelqu'un avec qui on envisage un avenir, pas à un client. Edmund sourit, et cette fois, le sourire atteignit ses yeux. J'aimerais beaucoup jouer pour toi, Samir. La conversation dévia vers nos familles, et c'est là que les choses se compliquèrent. Edmund me parla de Lady Catherine, sa fiancée depuis 15 ans, et de son incapacité à fixer une date pour le mariage. « C'est une femme merveilleuse », dit-il en tripotant sa bague familiale.
Mais quelque chose m'empêche toujours de franchir le pas suivant. À mon tour, je lui parlais de ma famille à Marrakech, de la moitié de mon salaire que j'envoie chez moi, de mes parents qui rêvent de me voir marié à une gentille Marocaine. Ils prévoient de me rendre visite bientôt, dis-je, sentant un nœud se former dans mon estomac. Ils veulent découvrir ma vie londonienne, comme ils disent. Edmund resta silencieux un moment, assimilant mes paroles. Ça doit être difficile de vivre entre deux mondes. 3 mondes, corrigeai-je. Le Maroc de mon enfance, Londres où je travaille, et le monde où je peux vraiment être moi-même. Et où se trouve ce 3e monde? Demanda-t-il, sa voix presque un murmure. Je le regardai droit dans ses yeux bleu-gris. Je suis encore en train de le découvrir. Après le dîner, nous avons marché sans but précis dans les rues de Londres. La ville nocturne avait une magie particulière, avec les lumières se reflétant dans les flaques d'eau laissées par la bruine constante. Edmund marchait à mes côtés, nos épaules se frôlant parfois et chaque contact envoyait des ondes électriques à travers mon corps. « Puis-je te confier un secret ?» dit-il lorsque nous nous sommes arrêtés sur un pont au-dessus de la Tamise. « Bien sûr. Quand j'étais enfant, j'ai étudié dans la même école que David Beckham a fréquenté brièvement. Je me souviens de lui comme d'un garçon timide mais déterminé. J'ai toujours trouvé intéressant que certaines personnes parviennent à devenir des icônes simplement en étant authentiques. » Je ris, surpris par cette révélation. Beckham est l'une de mes idoles. Pas pour le football, mais pour la façon dont il utilise sa notoriété pour des causes sociales. J'aimerais le rencontrer un jour, parler de sa fondation. « Peut-être que je peux arranger ça ?» dit Edmund avec un sourire mystérieux. « J'ai quelques contacts. Nous sommes arrivés dans mon quartier à East London, et Edmund insista pour m'accompagner jusqu'à la porte de mon immeuble. Au moment de nous dire au revoir, nous sommes restés face à face, la tension entre nous presque palpable. Il s'approcha, et pendant un instant je crus qu'il allait m'embrasser, mais il hésita. « Tamir, » dit-il, sa voix chargée d'émotion. « Tu éveilles en moi des sentiments que je pensais avoir enfouis depuis longtemps. » « Edmund, commençai-je, mais il posa un doigt sur mes lèvres. « Tu n'as pas besoin de dire quoi que ce soit maintenant. Sache juste que cette soirée était spéciale pour moi. » Il s'éloigna et je restai là, sur le trottoir, le regardant monter dans un taxi. Mon cœur battait si fort que j'étais sûr que les voisins pouvaient l'entendre à travers les murs fins de l'immeuble. Les jours suivants, Edmund commença à m'appeler tous les jours, toujours avec une excuse professionnelle, une exposition qu'il aimerait visiter, un livre qu'il pensait que j'apprécierais, une conférence sur l'art islamique à la National Gallery. Mais peu à peu, nos conversations devinrent plus personnelles, plus intimes. « As-tu déjà été amoureux, Samir ?» demanda-t-il lors d'un de ses appels nocturnes. « Une fois, » répondis-je, allongé sur mon lit étroit, d'un professeur à l'université de Rabat. Il ne l'a jamais su. Et comment as-tu su que c'était de l'amour? Je réfléchis un moment, parce que quand j'étais avec lui, j'avais l'impression d'être enfin chez moi, même en étant loin de tout ce que je connaissais. Il y eut un silence de l'autre côté de la ligne, puis Edmund dit « Je crois que je comprends ce sentiment. » Une semaine plus tard, Edmund m'invita chez lui à Belgravia pour écouter son quatuor à cordes répétées. Le manoir était tout ce que j'imaginais, élégant, rempli d'œuvres d'art, avec des jardins parfaitement entretenus. Mais ce qui m'impressionna le plus fut de voir Edmund jouer du violoncelle. Assis sur une chaise de velours bleu penché sur son instrument, il se transformait complètement. Toute la mélancolie et la tension qu'il portait durant la journée s'évanouissaient, laissant place à un homme passionné, totalement abandonné à la musique. J'observais ses longs doigts danser sur les cordes, la manière dont il fermait les yeux aux moments les plus émouvants de la pièce, et je sentis ma poitrine se serrer d'une manière que je n'avais jamais ressentie. Quand la musique s'arrêta, nos regards se croisèrent à travers la pièce, et quelque chose changea définitivement entre nous. L'air était chargé d'une tension que nous ne pouvions plus ignorer. Après le départ des autres musiciens, Edmund m'emmena découvrir son jardin privé. C'était une oasis de tranquillité au cœur de Londres, avec des rosiers anciens et un petit étang ornemental. La pluie fine typique de Londres commença à tomber, et Edmund m'attira sous un kiosque victorien. « Samir, » dit-il, sa voix tremblant légèrement, « il faut que je te dise quelque chose. » Mon cœur s'emballa. « Quoi ? Depuis que je t'ai rencontré, je ne peux m'arrêter de penser à toi. Je me réveille en pensant à toi. Je m'endors en pensant à toi. Tu as changé quelque chose en moi que je ne savais même pas exister. » Je m'approchai de lui, nos corps presque en contact. « Edmund, je sais que c'est compliqué, » interrompit-il. « Ma vie, ma famille, mes obligations sociales, mais je ne peux plus prétendre que je ne ressens pas ce que je ressens. » C'est alors qu'il m'attira à lui, ses mains tremblantes caressant mon visage.
Le monde entier s'arrêta lorsque nos lèvres se rencontrèrent. Ce fut un baiser doux, hésitant au début, mais qui devint rapidement plus profond, plus désespéré. Je sentis des larmes couler sur mes joues, des larmes de soulagement, de joie, de peur. Quand nous nous sommes séparés, Edmund posa son front contre le mien. « Je t'aime, Samir. Je ne sais pas comment c'est arrivé, mais je t'aime. Moi aussi, je t'aime, » murmurai-je. Et à cet instant, sous la pluie londonienne, dans le jardin d'un manoir à Belgravia, notre histoire d'amour commença véritablement. Mais je savais que les défis ne faisaient que commencer. Ma famille arriverait bientôt. Lady Catherine attendait un mariage qui n'aurait jamais lieu, et nous devrions affronter un monde qui peut-être n'était pas prêt à accepter notre amour. Pourtant, à cet instant, rien de tout cela n'importait. Il n'y avait que nous deux, et l'amour né parmi les œuvres d'art d'un musée qui s'épanouissait dans les rues de Londres, la ville qui avait aussi vu David Beckham découvrir ses propres rêves. 3 semaines après ce baiser dans le jardin, ma vie avait complètement changé. Edmund et moi nous voyions presque tous les jours, toujours dans des endroits discrets, loin des regards curieux de la société londonienne. Il connaissait de petits cafés cachés à Bloomsbury, des galeries d'art privées à Mayfair, et même un petit cinéma indépendant à Notting Hill, où nous pouvions nous asseoir ensemble, dans l'obscurité, nos mains entrelacées, prétendant regarder des films français sous-titrés. C'est lors d'un de ces rendez-vous secrets que je reçus l'appel qui changea tout. Nous prenions le thé dans la bibliothèque privée d'Edmund, moi feuilletant un livre sur la calligraphie arabe pendant qu'il jouait doucement du violoncelle en arrière-plan, quand mon téléphone sonna. « Samir, Habib », c'était la voix joyeuse de ma mère parlant en arabe. « Nous avons une merveilleuse surprise pour toi. » Mon sang se glaça. Edmund cessa de jouer et me regarda, inquiet, voyant mon expression. « Qu'est-ce que c'est, maman ?»« Ton père a obtenu les visas. Nous arrivons à Londres la semaine prochaine. N'est-ce pas fantastique? Nous allons enfin découvrir ta vie anglaise et... » Elle hésita, et je savais déjà ce qui allait suivre. Nous avons amené Amina avec nous. Amina, la fille du meilleur ami de mon père que mes parents considéraient comme l'épouse parfaite pour moi. Une jeune femme douce, traditionnelle, qui serait sans doute une excellente mère et femme au foyer. Tout ce que je devrais vouloir, selon la vision de ma famille. Amina, répétai-je comme si c'était un mot étranger. Oui, chérie. Elle est très enthousiaste à l'idée de te revoir. Nous savons que vous vous entendiez très bien quand vous étiez enfant, et nous pensons qu'il est temps pour vous de... Eh bien, tu comprends. Je raccrochai, les mains tremblantes. Edmund s'approcha et posa une main sur mon épaule. « Mauvaise nouvelle ?» demanda-t-il doucement. « Ma famille arrive la semaine prochaine, avec une candidate au mariage. » Le visage d'Edmund pâlit. « Oh, Edmund, je ne peux pas. Ils ne doivent pas savoir pour nous. Ils ne comprendraient pas. Ils ne l'accepteraient pas. Mon père est très traditionnel, ma mère. Elle s'évanouirait si elle savait. »« Je comprends, » dit-il, mais il y avait de la douleur dans ses yeux bleu-gris. « Parfaitement. Mais les complications ne s'arrêteront pas là. » 2 jours plus tard, Edmund arriva à notre rendez-vous au Hyde Park avec une expression sombre que je n'avais jamais vue auparavant. « Catherine a fixé la date, » dit-il sans préambule, s'asseyant lourdement sur le banc à côté de moi. « Quoi ? Le mariage. Elle a dit qu'elle avait assez attendu. 15 ans, c'est plus qu'aucune femme ne devrait attendre. La cérémonie aura lieu dans 3 mois, dans la chapelle de la propriété de sa famille à Cotswolds. » J'eus l'impression d'avoir reçu un coup dans l'estomac. Edmund. J'ai essayé de protester, de trouver des excuses, mais elle ne l'accepte plus. Ma mère s'en mêle maintenant, parlant d'héritier et de responsabilité familiale. Même mon père, qui s'implique rarement dans les affaires sociales, a dit qu'il était grand temps. Nous sommes restés assis en silence, observant les gens passer, des familles avec enfants, des couples d'amoureux, des personnes seules promenant leurs chiens. La vie normale continuait autour de nous alors que notre monde s'effondrait. Peut-être, dit Edmund après un long silence, devrions-nous arrêter tout ça, avant que quelqu'un ne soit blessé davantage. Tu veux arrêter ? Demandai-je, ma voix presque un murmure. Non, répondit-il immédiatement. Mon Dieu, non. Mais peut-être que c'est la chose sensée à faire. Depuis quand faisons-nous ce qui est censé ? Rétorquai-je, essayant de paraître plus courageux que je ne l'étais. Cette semaine-là, j'essayais de préparer mon petit appartement pour la visite de ma famille. Je cachais tout ce qui pourrait éveiller des soupçons, y compris quelques livres sur l'histoire LGBTQ+, que j'avais achetés, et les photos prises avec Edmund lors de nos sorties. Je transformais ma chambre en une mise en scène d'hétérosexualité performative qui me donnait la nausée. L'arrivée de ma famille fut un tourbillon d'émotions. Ma mère, Fatima, petite et vibrante, pleura en me voyant. Mon père, Hassan, m'enlaça fort,
murmurant des prières de gratitude en arabe. Et Amina était belle, avec ses yeux bruns doux et son hijab élégant, souriant timidement en me saluant. « Oh Samir, tu as tellement grandi », dit-elle en arabe. Et pendant un instant, je me souvins de la douce fillette que j'avais connue dans mon enfance. Pendant les 2 premiers jours, je parvins à maintenir la façade. Je montrai Londres à ma famille, les emmenai voir les sites touristiques classiques, nous dînâmes dans des restaurants halal à Edgware Road. Amina marchait à mes côtés, et je pouvais voir dans les yeux de mes parents leur approbation silencieuse, leurs projets matrimoniaux se formant. Mais le 3e jour, tout s'effondra. Nous visitions la National Gallery quand Edmund apparut. Il était là pour une réunion de travail, ignorant que je serais avec ma famille. Nos regards se croisèrent à travers la galerie, et pendant 1 seconde, j'oubliais complètement où j'étais. Samir, la voix de ma mère me ramena à la réalité. « Qui est cet homme ? Il te regarde. » Edmund s'approcha, et je sentis mon monde commencer à s'écrouler. Il n'y avait aucun moyen d'éviter les présentations. « Maman, papa, voici Edmund. C'est un client. Je suis parfois son guide touristique. »« Enchanté de vous rencontrer, » dit Edmund en anglais, tendant la main. Mais il y avait quelque chose dans ses yeux quand il me regarda, une intensité que n'importe qui d'observateur aurait pu remarquer. Ma mère, qui avait un instinct aiguisé pour ces choses, devint immédiatement méfiante. Pendant le reste de la visite, elle observa chaque interaction entre Edmund et moi, chaque regard, chaque mot. Ce soir-là, elle me confronta. « Samir, Habib, il faut que je te parle », dit-elle lorsque nous sommes rentrés à l'appartement. Mon père était dans la salle de bain, et Amina était sortie acheter des douceurs dans une boutique arabe à proximité. « Oui, maman ?» Cet homme, Edmund. Il y a quelque chose entre vous. Mon cœur s'emballa. « Maman, je ne sais pas de quoi tu parles. » Amir. Sa voix devint sévère. « Je suis ta mère. Je te connais depuis ta naissance. J'ai vu comment vous vous êtes regardés aujourd'hui. J'ai vu comment il a prononcé ton nom. J'essayais de nier, mais les mots ne sortaient pas. » Ma mère s'approcha, son visage mêlant inquiétude et horreur croissante. « Tu as une relation avec cet homme ?» demanda-t-elle directement. Le silence fut ma réponse. « Ya Allah » murmura-t-elle, portant ses mains à son visage. « Mon fils, que fais-tu de ta vie ? Maman, s'il te plaît. C'est à cause de Londres ? Cette ville t'a corrompu ? Elle t'a fait oublier qui tu es ? D'où tu viens ? Ce n'est pas Londres, maman. Je suis comme ça. Je l'ai toujours été. Les mots sortirent avant que je puisse les arrêter. Ma mère vacilla comme si elle avait été frappée physiquement. « Non », dit-elle, secouant la tête. « Non, tu ne l'es pas. Tu es un bon garçon musulman. Tu vas épouser Amina, avoir des enfants. Maman, j'aime Edmund. » Le bruit de la porte de la salle de bain qui s'ouvrait nous fit taire. Mon père sortit, percevant immédiatement la tension dans l'air. « Que se passe-t-il ici ?» demanda-t-il. Ma mère me regarda, des larmes dans les yeux. « Dis à ton père ce que tu viens de me dire. » À cet instant, avec mon père me fixant dans la tente et ma mère pleurant silencieusement, je réalisais qu'il n'y avait plus de retour en arrière. Ma double vie était terminée, et je devrais choisir entre l'amour que j'avais trouvé et la famille que j'avais toujours connue. Dehors, Londres continuait sa vie nocturne, indifférente au drame qui se déroulait dans mon petit appartement. Je pensais à Edmund, probablement dans son manoir à Belgravia, peut-être jouant du violoncelle pour apaiser ses propres démons. Je pensais à Amina, douce et innocente, qui ne méritait pas d'être mêlée à ce chaos. Et je pensais à moi, déchiré entre des mondes qui semblaient impossibles à réconcilier. La tempête ne faisait que commencer et je ne savais pas si j'étais assez fort pour y survivre. L'explosion fut immédiate et dévastatrice. Mon père resta silencieux pendant de longues secondes, assimilant ce que ma mère avait laissé entendre. Quand il parla enfin, sa voix était basse et contrôlée, ce qui était, d'une certaine manière, pire que s'il avait crié. « Samir, regarde-moi », dit-il en arabe. « Regarde-moi dans les yeux et dis-moi la vérité. » Je levai les yeux vers les siens, et je vis des décennies de tradition, de foi et d'attente peser sur moi. « Baba, Tu as une relation avec un homme ?» Les mots restèrent coincés dans ma gorge. À cet instant, nous entendîmes la clé tourner dans la serrure. Amina était revenue de la boutique, portant un sac rempli de baklava et autres douceurs arabes, souriant innocemment. « J'ai apporté les douceurs que ta mère a demandées, » dit-elle joyeusement, mais son sourire s'évanouit lorsqu'elle perçut l'atmosphère tendue. « Quelque chose ne va pas ? » « Amina, ma chérie, va dans la chambre, » dit ma mère doucement. « Nous devons parler en famille. » Une fois qu'elle fut partie, mon père répéta sa question. Cette fois, je ne pus l'éviter. « Oui », murmurai-je. Le son qui sortit de la gorge de mon père était presque animal. Il se leva brusquement,
commençant à faire les 100 pas dans le petit espace du salon. 24 ans, marmonna-t-il. 24 ans à travailler 12 heures par jour au marché pour t'envoyer de l'argent pour tes études. Nous avons vendu les bijoux de ta grand-mère pour payer ton université. Ta mère n'a pas acheté de vêtements neufs depuis 2 ans pour pouvoir t'envoyer de l'argent à Londres. Chaque mot était un coup de poignard dans mon cœur. Et pourquoi? Pour que tu viennes dans ce pays et que tu deviennes ça, Baba, je suis toujours ton fils. Non, cria-t-il. Et pour la première fois de ma vie, je vis des larmes dans les yeux de mon père. Mon fils est mort. Tu es un étranger qui porte son visage. Ma mère sanglota bruyamment. Hassan, ne parle pas comme ça. Non, Fatima, il a fait son choix. Il a choisi ce style de vie pervers plutôt que sa famille, sa foi, tout ce que nous avons essayé de lui enseigner. Ce n'est pas un choix, criai-je en retour. Tu penses que je choisirais ça? Tu penses que je choisirais de vous blesser, de vous décevoir? J'ai essayé d'être différent. J'ai essayé d'aimer les femmes. J'ai essayé d'être le fils que vous vouliez. Alors essaie plus fort, hurla mon père. Tu épouses Amina, tu rentres à Marrakech et tu oublies ces idées malades que ce pays a mises dans ta tête. Je ne peux pas. Tu peux et tu le feras. Ou tu n'es plus mon fils. Le silence qui suivit fut assourdissant. Ma mère pleurait doucement, mon père respirait lourdement, et je sentais mon monde s'effondrer complètement. Baba, tentai-je une dernière fois. S'il te plaît, essaie de comprendre. Il n'y a rien à comprendre, dit-il, sa voix maintenant froide comme la glace. Tu as 2 jours pour réfléchir. Ou tu mets fin à cette relation avec cet homme. Tu demandes Amina en mariage, et tu rentres avec nous. Ou, il s'arrêta, les mots coincés dans la gorge. Ou quoi? Ou tu n'es plus mon fils. Je sortis de l'appartement en courant, laissant ma famille en ruine. Je courus dans les rues de Londres jusqu'à ce que je n'en puisse plus, m'arrêtant finalement dans une cabine téléphonique à Piccadilly Circus. Avec des mains tremblantes, je composais le numéro d'Edmund. « Samir, quelle heure est-il? Tu vas bien? Edmund. » Ma voix sortit étranglée. « J'ai besoin de te voir. Maintenant. »« Où es-tu? » »« Je viens te chercher. » 1 heure plus tard, j'étais assis dans la bibliothèque d'Edmund, tremblant de manière incontrôlable. Il m'apporta du thé et une couverture, s'asseyant à côté de moi sur le canapé en cuir. « Raconte-moi ce qui s'est passé, » dit-il doucement. Je lui racontai tout. La découverte de ma mère, la confrontation avec mon père, l'ultimatum. Edmund écouta en silence, me touchant la main de temps en temps pour me rassurer. « Je suis désolé, » dit-il quand j'eus fini. « Je suis désolé que tu doives traverser ça à cause de moi. Ce n'est pas à cause de toi, Edmund. C'est à cause de qui je suis. Peut-être, dit-il en hésitant, peut-être que ton père a raison. Peut-être que tu devrais rentrer chez toi, épouser Amina. » Je le regardais, incrédule. « Tu me dis de partir? Je dis que ça pourrait être mieux pour toi. Ta famille, ta culture, tes racines. C'est important. Je ne suis qu'un homme confus d'âge moyen qui n'arrive même pas à annuler son propre mariage. »« Juste un homme confus ?» répétai-je, blessé. « C'est tout ce que nous sommes pour toi? Une confusion? Non, Samir, ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire? Parce qu'on dirait que tu me donnes un ultimatum aussi. » Edmund resta silencieux un long moment. « Ma mère m'a appelé aujourd'hui. La famille de Catherine fait pression pour les détails du mariage. Ils ont engagé un wedding planner, réservé le lieu, envoyé les invitations. 200 personnes attendent d'assister à mon mariage dans 2 mois. Et tu vas l'épouser? Je ne sais pas, admit-il. Je ne sais plus rien. Je me levai du canapé. Tu sais ce qui est drôle? J'ai passé ma vie entière à essayer d'être assez courageux pour être moi-même. Je pensais que lorsque je trouverais quelqu'un qui m'aimerait vraiment, cette personne serait courageuse aussi. Mais tu es aussi lâche que moi, Samir. Non, Edmund. Tu veux que je choisisse entre toi et ma famille, mais tu n'es pas prêt à choisir entre moi et ta vie de mensonge. Je quittais sa maison ce soir-là, sachant que j'avais tout perdu. Ma famille m'avait rejeté, et l'homme que j'aimais n'était pas capable de se battre pour notre amour. En rentrant chez moi, je trouvais ma mère m'attendant seule dans le salon. Mon père et Amina étaient sortis dîner, me laissant de l'espace pour réfléchir. « Samir, » dit-elle en me voyant, « il faut que je te dise quelque chose. » Je m'assis à contre-cœur sur la chaise en face d'elle. Quand j'étais jeune, j'avais une amie nommée Leila. Nous étions inséparables. Nous faisions tout ensemble, rêvions de l'avenir, partagions des secrets. Elle s'arrêta, choisissant ses mots avec soin. Je l'aimais d'une manière qui n'était pas normale pour 2 amis. Mon cœur s'arrêta. Mama, mais à cette époque, dans notre culture, c'était impensable. Alors j'ai épousé ton père, qui est un homme bon, et j'ai eu toi et tes frères. Leila s'est mariée aussi. Elle est partie à Casablanca.
Nous ne nous sommes plus jamais parlé. Des larmes commencèrent à couler sur mes joues. Pourquoi me racontes-tu ça? Parce que je comprends ta douleur, Habib. Je comprends ce que c'est d'aimer quelqu'un que tu ne peux pas avoir. Mais je comprends aussi ce que c'est de construire une vie bonne, même quand ton cœur est brisé. Tu me dis d'abandonner? Je te dis que parfois l'amour ne suffit pas. Parfois nous devons choisir entre ce que nous voulons et ce qui est possible. Cette nuit-là, allongé dans mon lit, je regardais le plafond et pensais à toutes les décisions qui m'avaient conduit à ce moment. Chaque choix, chaque moment de courage ou de lâcheté, chaque fois que j'avais choisi de cacher qui j'étais ou de me battre pour cela. Mon téléphone sonna. C'était un message d'Edmund. Je ne peux pas arrêter de penser à toi. Je ne peux pas te perdre comme ça. Je ne répondis pas. Le lendemain matin, je me réveillais déterminé. Je ne savais pas si c'était la bonne décision, mais c'était la seule avec laquelle je pouvais vivre. Je mis mes plus beaux vêtements, pris les économies que j'avais gardées pour les urgences, et sortis pour faire quelque chose qui changerait ma vie pour toujours. Mais quand j'arrivais là où je devais être, je découvris qu'Edmund y était déjà. Il se tenait à la porte, vêtu lui aussi de ses plus beaux habits, tenant un bouquet de roses blanches. « Samir, » dit-il en me voyant, « nous devons parler. »« Oui, » répondis-je, « nous devons. » Aucun de nous ne savait que cette conversation déterminerait non seulement notre avenir, mais révélerait aussi ce dont nous étions vraiment capables pour l'amour. Nous nous tenions à l'entrée de la chapelle Saint-George à Hanover Square, où Edmund devait épouser Catherine dans 3 semaines. Il tenait le bouquet de roses blanches de ses mains tremblantes, et je portais une enveloppe contenant ma lettre de démission de l'agence de tourisme et un billet d'avion pour Marrakech. « Toi d'abord, » dit-il, remarquant l'enveloppe dans mes mains. « Je vais rentrer chez moi, » annonçai-je, essayant de garder une voix ferme. « Je vais épouser Amina et rendre mes parents heureux. C'est la bonne chose à faire. » Edmund ferma les yeux, comme si mes mots étaient un coup physique. « Alors c'est tout? Tu abandonnes ce que nous avons? Et toi? Tu vas épouser Catherine et prétendre être hétérosexuel pour le reste de ta vie? Je suis venu ici pour tout annuler, dit-il doucement. Je suis venu annuler le mariage, dire la vérité à Catherine, affronter ma famille. Je suis venu ici pour me battre pour toi. Mon cœur s'arrêta. Edmund, mais si tu as déjà décidé de rentrer à Marrakech alors, je n'ai décidé ça que parce que je pensais que tu avais décidé d'épouser Catherine. Nous nous regardâmes longuement, réalisant l'absurdité de la situation. 2 adultes intelligents, sur le point de détruire ce qu'ils avaient à cause de suppositions et de peurs. « Samir, » dit Edmund lâchant le bouquet et prenant mes mains, « je t'aime. Je t'aime plus que toutes les conventions sociales, plus que les attentes de ma famille, plus que ma propre réputation. Je ne peux pas épouser Catherine en sachant que mon cœur t'appartient. Mais ta famille devra accepter, et s'ils n'acceptent pas, eh bien, je construirai une nouvelle famille, avec toi. » Je déchirai l'enveloppe contenant le billet d'avion et la lettre de démission. « Edmund, moi non plus, je ne peux pas rentrer à Marrakech. Je ne peux pas prétendre aimer Amina alors que je t'aime. Je ne peux pas vivre dans le mensonge. Et tes parents? Ils devront comprendre que le fils qu'ils ont élevé est un homme qui aime un autre homme. Et s'ils ne comprennent pas, ma voix se brisa. Au moins, je saurai que j'ai été honnête avec moi-même. » Edmund m'attira à lui, et nous nous embrassâmes là, devant la chapelle, sous le faible soleil d'octobre. Peu m'importait qui pouvait nous voir. Pour la première fois de ma vie, j'étais complètement authentique. « Alors que faisons-nous maintenant ?» demandai-je lorsque nous nous séparâmes. « Maintenant nous rentrons à la maison et nous affrontons tout, ensemble. » Nous sommes d'abord retournés au manoir d'Edmund à Belgravia. Catherine était là, discutant des détails du mariage avec la wedding planner. Lorsqu'elle nous vit arriver ensemble, son expression changea immédiatement. « Edmund, qui est ce jeune homme? Pourquoi est-il ici? »« Catherine, il faut que je te parle. En privé. » La conversation qui suivit fut l'une des plus difficiles de ma vie. J'attendis dans la bibliothèque pendant qu'Edmund racontait tout à Catherine. J'entendis des voix élevées, le bruit de quelque chose qui se brisait, puis un long silence tendu. Quand Edmund réapparut enfin, il était pâle mais déterminé. Elle encaisse le choc. Évidemment, elle est bouleversée, mais elle a dit qu'au fond, elle avait toujours su que quelque chose n'allait pas. Et maintenant, nous allons chez toi. Tu dois parler à ta famille, et je veux être là pour te soutenir. Nous arrivâmes à mon appartement en fin d'après-midi. Ma famille était réunie dans le petit salon attendant clairement ma décision. Amina était assise à côté de ma mère, ses yeux rouges suggérant que quelqu'un lui avait déjà raconté la situation. « Samir, » dit mon père dès que nous entrâmes. « Qui est cet homme ?»« C'est Edmund, » répondis-je, ma voix plus ferme que je ne l'attendais. « L'homme que j'aime. » Ma mère soupira lourdement. Mon père se leva, son expression furieuse. « Alors, tu as fait ton choix,
dit-il. Tu as choisi ce style de vie pervers plutôt que ta famille. Non, Baba. J'ai choisi d'être honnête sur qui je suis. J'ai choisi d'arrêter de mentir, à vous et à moi-même. Monsieur? Edmund s'avança, parlant un arabe hésitant mais respectueux. Puis-je essayer d'expliquer? Mon père le regarda, surpris. Vous parlez arabe? Un peu. Je l'ai appris en étudiant l'art islamique. Monsieur, j'aime votre fils. Je l'aime d'un amour pur et honnête. Je ne suis pas ici pour éloigner Samir de vous, mais pour demander la permission de faire partie de sa famille. Vous ne pouvez pas faire partie de cette famille, dit mon père, mais sa voix avait perdu une partie de sa colère. Cela va contre notre foi, contre notre culture. Avec tout le respect, monsieur, continua Edmund, Samir m'a appris que l'islam prêche la compassion et l'amour. Il m'a appris qu'Allah est miséricordieux. Je ne peux pas croire qu'un Dieu miséricordieux condamnerait un amour véritable. Ma mère, qui était restée silencieuse, parla enfin. « Vous aimez vraiment mon fils? Plus que tout dans cette vie, » répondit Edmund sans hésitation. « Et toi ?» Elle se tourna vers moi. « Es-tu sûr que c'est ton choix? Mama, ce n'est pas un choix. C'est qui je suis. Je l'ai toujours été. Ce n'est que maintenant que j'ai le courage de l'admettre. » Elle resta silencieuse un long moment, puis se leva et s'approcha d'Amina. « Ma chérie, je suis désolé. Tu es une jeune femme merveilleuse, mais... » « Je comprends, tante, » dit Amina doucement. « J'ai toujours su que Samir était différent. Même quand nous étions enfants, il jouait à la maison en étant le père qui s'occupait d'autres pères, jamais de la mère. Même dans ce moment tendu, je ne pus m'empêcher de sourire. Amina était plus observatrice que je ne l'imaginais. Mon père était toujours debout, luttant visiblement avec ses émotions. « Samir, tu es mon plus jeune fils. J'ai placé tant d'espoir en toi. Baba, je suis toujours ton fils. J'envoie toujours de l'argent à la maison. Je me souviens toujours de tes histoires. Je fais toujours tes prières préférées. La seule différence est que maintenant, vous connaissez toute la vérité sur moi. Mais les voisins, la communauté, ils parleront un temps, puis ils oublieront. Il y a toujours de nouveaux scandales pour les distraire. » Ma mère s'approcha de moi et, à ma grande surprise, me serra dans ses bras. « Mon fils, je ne vais pas prétendre que je comprends ou que j'approuve, mais tu es mon bébé, et je t'aime. Je t'aimerai toujours. » Mon père observa notre étreinte et je vis des larmes dans ses yeux. « Tu es sûr que c'est ce que tu veux? »« J'en suis sûr, Baba. » Il soupira profondément. « Alors nous devons mieux connaître cet Edmund. S'il est important pour toi, nous devons le connaître. » Les mois suivants ne furent pas faciles. Ma famille retourna à Marrakech avec beaucoup de questions sans réponse et beaucoup à assimiler. Amina, avec la maturité qui la caractérisait, épousa un cousin éloigné 6 mois plus tard et m'envoya une photo du mariage avec une note. « Merci de m'avoir sauvé d'un mariage sans amour. » Edmund affronta ses propres défis. Sa famille le désavoua initialement, mais peu à peu certains membres commencèrent à accepter notre relation. Catherine, après le choc initial, devint une alliée inattendue, nous présentant même à d'autres couples dans des situations similaires. Aujourd'hui, 2 ans plus tard, nous vivons ensemble dans une charmante maison à Hampstead. Edmund joue toujours du violoncelle, et parfois je l'accompagne en chantant de vieilles chansons arabes que ma mère m'a apprises. Il a appris à cuisiner des plats marocains, et j'ai appris à apprécier la musique classique. Ma famille nous rend visite 1 fois par an. Mon père lutte encore pour accepter pleinement notre relation, mais le dernier Noël, il a apporté un cadeau pour Edmund, un livre sur la calligraphie arabe qu'il avait trouvé chez un antiquaire à Marrakech. « Pour l'homme qui rend mon fils heureux », dit-il en anglais hésitant lorsqu'il lui offrit le cadeau. Edmund ouvrit le livre et sur la première page trouva une inscription écrite par ma mère. « L'amour est le pont entre 2 âmes. Merci d'aimer notre fils. » Ce soir-là, allongé dans le lit à côté d'Edmund, je l'observais dormir paisiblement et pensais à comment notre histoire avait commencé. 2 hommes perdus, chacun luttant contre les attentes du monde, qui se sont rencontrés parmi les antiquités d'un musée et ont découvert que l'amour véritable vaut tous les sacrifices. Londres, la ville qui a aussi vu David Beckham transformer ses rêves en réalité, avait été témoin de notre propre transformation, d'un jeune arabe cachant son identité et d'un aristocrate anglais vivant dans le mensonge. Nous sommes devenus 2 hommes fiers d'aimer l'un l'autre. Certaines personnes demandent si cela en valait la peine. Perdre l'approbation de certains membres de la famille, affronter les préjugés, lutter contre des traditions millénaires. Ma réponse est toujours la même. Quand vous trouvez quelqu'un qui vous fait sentir complet, qui vous accepte tel que vous êtes, qui est prêt à se battre à vos côtés contre le monde entier, ce n'est pas vraiment un choix, c'est le destin. Notre histoire prouve que l'amour peut surmonter toutes les barrières, culturelles, sociales, religieuses.
Elle prouve que parfois, nous devons être assez courageux pour décevoir certaines personnes afin d'être fidèles à nous-mêmes. Et si vous regardez ceci et que vous luttez avec vos propres vérités, sachez que vous n'êtes pas seul. L'amour existe sous toutes ses formes, et vous méritez d'être aimé exactement tel que vous êtes. Merci d'avoir suivi notre histoire. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu à la vidéo, de vous abonner à la chaîne Amour Millionnaire, et de laisser une note de 0 à 10 dans les commentaires pour notre histoire. J'aimerais aussi savoir ce que vous avez le plus aimé dans notre parcours. À la prochaine.